Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette émission va obligatoirement vous éclairer puisque je reçois la marque Active Signal. Alors Active Signal, je tiens à le dire, c'est pas une marque de dentifrice, spécialiste de l'enseigne lumineuse, l'une des plus prestigieuses d'ailleurs, et qui au passage travaille pour des marques très connues, excusez du peu, du grand public et parfois des marques extrêmement prestigieuses. Je vais quand même les citer, quelques-unes, puis après on va rentrer ça. Dior, Chanel, Accor, Franck Provost, Jimmy Fairly, Darty, Orange, MAF, Fnac, Kenzo, Siemens, Total Energy, .s, le Grand Rex, Paris Défense, l'Arena. C'est quand même assez bluffant. Je reçois Bertrand Muriot, dirigeant associé, et Pierre-Henri Viouja, qui est le directeur général d'Active Signal. Messieurs, bonjour. 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 Bienvenue dans Tout est marque. Une première question très très simple. Active Signal existe depuis 30 ans et il s'agit d'un des leaders français de la fabrication d'enseignes. Pour être plus précis, est-ce que vous pourriez déjà nous parler d'Active Signal comme histoire de marque ? Alors, Active Signal, c'est effectivement un peu plus de 30 ans d'expérience, une entreprise française solidement implantée et une vision assumée, mettre la lumière au service de l'image des marques partout où elles comptent. Active Signal, c'est 57 collaborateurs, environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 3000 interventions par an. Nous sommes organisés autour d'un modèle intégré avec des agences de proximité à Paris, à Lyon, à Lille, à Strasbourg et à Bordeaux. Donc vous cadriez bien tout le territoire français ? L'ensemble de l'Hexagone. Et un site de production de 6000 m² en France, dans la Sarthe, à côté du Mont, qui nous permet de maîtriser la fabrication, la qualité et les délais. Donc une fabrication française. Et question traditionnelle, parce qu'après on va rentrer, merci en tous les cas pour cette désignation et pour cette explication. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce nom Active Signal ? Alors, je vous l'ai dit, l'entreprise a un peu plus d'une trentaine d'années. C'était, quand on l'a créée en 1994, une époque qui était une époque papier. Donc, il y avait un des principaux points de départ, c'était d'avoir un nom qui commence par un A pour apparaître en premier de la liste, en tête des listes. En haut des listes. Voilà, en tête des listes. Oui, c'est vrai. Signal, s'est imposé naturellement pour la signalétique, l'enseigne. Et sur le A, on a mis Active pour y ajouter l'idée de l'énergie et du mouvement. Qui sont vos clients ? Alors j'ai cité quelques marques, mais quand je dis qui sont vos clients, c'est pour qu'on puisse comprendre quand même le spectre d'une largeur comme j'ai rarement vu, parce que vous êtes une marque qui travaille au service des autres marques et avec les autres marques. C'est exactement ça. Nos clients vont du retail au luxe, de la santé au service, en passant par le CHR, l'immobilier, les réseaux. Je peux vous citer quelques marques. On est dans les télécoms, le partenaire de Free, d'SFR, d'Orange, dans la distribution. Donc vous les avez tous déjà, quasiment ? À part Bouygues ? À part Bouygues, mais voilà. Effectivement, il ne manque que Bouygues. Vous avez tout à fait raison. On est dans la distribution spécialisée avec des partenariats avec Stocomanie, Jimmy Fairly, Cléor, Cabaya, Lissac, enfin une multitude de clients comme ça. On est très présent aussi dans la santé auprès des pharmaciens, aussi bien les pharmaciens indépendants que les groupements. Donc des groupements comme Giffard, des groupements comme OCP Phoenix, des groupements comme Aptifar. Giffard, c'est 1300 pharmaciens indépendants sur l'ensemble du territoire. On est dans la beauté, la mode, le luxe. Marionneau est un client historique. Total Energy. Alors Total Energy, c'est plutôt sur le secteur, je dirais, de la très grosse enseigne, enseigne XXL. Mais effectivement, on est auprès de Total Energy. On a fait à peu près 80% des tours de la Défense. C'est une des particularités d'Active Signal, c'est notre capacité à mettre en œuvre des enseignes XXL. Donc on a fait des choses pour Cœur Défense, Deloitte, Allianz. D'accord. Il suffit de lever la tête à la Défense et globalement, 8 enseignes sur 10, c'est vous. C'est ça. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis derrière, je remarque, vous avez un vrai savoir-faire. On va revenir sur les grandes marques. Le Grand Rex aussi, l'enseigne du Grand Rex. Je crois que c'est Active Signal. Tout à fait. L'Accor Arena, c'est Active Signal.
Paris La Défense Arena. Voilà, il n'y a pas le Moulin Rouge qui traîne aussi, par récemment, exemple, etc. C'est pas banal. Non, le Grand Rex, c'est un projet assez particulier pour Active Signal parce qu'il cumulait énormément de choses. C'est un lieu emblématique de Paris. La famille Hellman gère ce lieu depuis 3 générations. C'est emblématique sur les grands boulevards. C'est emblématique sur les grands boulevards. Une enseigne complexe à faire, une enseigne rotative, avec la volonté du directeur général actuel de reproduire l'enseigne d'origine avec les technologies d'aujourd'hui. Donc il y a eu tout un travail de recherche sur les sources lumineuses. C'est un super projet. Avec ce projet, on a d'ailleurs eu la chance de remporter 2 prix. Un prix national aux Icônes d'Or et même un prix international avec un prix Award Global. FESPA Global Awards à Berlin. À Berlin, en 2025. Oui. Le Moulin Rouge, Vous êtes modeste, parce que je tiens quand même juste à signaler, quand on va sur votre site, on voit déjà une vingtaine de prix en l'espace de 30 ans quand même. Ah, effectivement, on a une reconnaissance... Ce qui démontre quand même votre expertise. Enfin, le prix ne fait pas l'expertise, mais enfin, quand même. Les prix, les certifications, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et ces prix obtenus dans différentes catégories, c'est-à-dire aussi bien l'enseigne de réseau répétitif que du projet one-shot, la technique jusqu'au Grand Rex. Je précise qu'au Grand Rex, c'est l'enseigne rotative la plus haute dans le ciel de Paris. Donc on réussit à faire briller les marques de nos clients dans des endroits où on ne les attend pas forcément. Pierre-Henri, je vous ai coupé la parole et en même temps, vous étiez aussi sur l'idée du projet un peu spécifique Grand Rex, où justement il y a peut-être quelquefois des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. Est-ce que c'était le cas avec eux ? Avec le Grand Rex ? Alors c'est ce qu'on appelle dans notre métier un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet sur mesure qui va nécessiter depuis la conception jusqu'à la fabrication et jusqu'à l'installation des compétences très précises. Oui. Construire une enseigne rotative de plus de 3 mètres avec des LED de plus de 3 mètres, l'installer, le fabriquer, l'installer à Paris, forcément, c'est pas la même chose que d'installer une enseigne drapeau. Mais on fait les deux. C'est pas rien. Pas rien. Et puis, je vois par exemple que le Moulin Rouge, c'est quand même 600 000 spectateurs qui viennent du monde entier et qui lèvent la tête, voient une illumination réalisée, ou en tous les cas rénovée par Active Signal. Là aussi, le Moulin Rouge, effectivement, un client tout à fait emblématique, avec l'appareil, comme dans le Grand Rex, une famille derrière, la famille Clérico. Et le Moulin Rouge est un client qu'on suit depuis 30 ans aussi. Ouais. Qui sont de très belles marques. C'est vrai que quand on cite les marques tout à l'heure, on parle de Chanel, mais le Moulin Rouge, c'est une marque. Le Grand Rex, c'est une marque. Et internationale, et peut-être plus connue encore internationalement que certaines marques franco-françaises. Le Grand Rex est le plus grand cinéma du monde aujourd'hui. Il accueille énormément d'avant-premières, des avant-premières mondiales, des très grands acteurs, des blockbusters qui viennent faire leurs avant-premières au Grand Rex. Oui, le tapis rouge est souvent déroulé. Oui. Et il y a de très bons concerts aussi. Exactement. Quel est le positionnement d'Active Signal ? Là, je reviens un peu plus naturellement sur votre métier, messieurs. J'aimerais bien, en fait, qu'on puisse éclairer la vision. Pour bien comprendre votre métier, vous êtes dans la signalétique, vous êtes un enseigniste. 3 points clés. Nos métiers, c'est l'enseigne, la signalétique, et aujourd'hui, on y inclut aussi l'affichage dynamique. Nos services, c'est conception, fabrication, installation, maintenance. Ensuite, 4 typologies de clients, les réseaux, les grosses enseignes XXL, comme on l'évoquait tout à l'heure, enseignes de façade, sièges sociaux, etc. Les centres commerciaux. Dans un centre commercial, on a à la fois des grosses enseignes, de la signalétique informative directionnelle, la signalétique des parkings, etc. Et également les aéroports. Donc un aéroport, c'est un petit peu comme un centre commercial. Vous vous retrouvez avec des besoins de signalisation extérieure, intérieure, avec de l'information à la fois légale, de circulation. On introduit aussi beaucoup d'affichage dynamique maintenant dans les aéroports. Donc c'est aussi un secteur sur lequel on intervient, l'aéroportuaire. Question candide, est-ce que chacun des projets a sa particularité ou sa singularité ? Oui, parce que alors on peut aussi bien répondre à des appels d'offres pour des déploiements de marques nationales, jusqu'à des projets, on l'a dit, très unitaires, très très spécifiques, comme le Grand Rex ou le Moulin Rouge ou Adidas Arena. Oui. Et on travaille également, pas forcément avec les marques en direct, mais aussi avec des architectes, des maîtres d'œuvre, des agenceurs qui font appel à nous, parce que leur lot dans le lot travaux, rénovation, construction, contient
bien l'enseigne ou la signalétique. Ce n'est pas leur métier, donc ils font appel à nous pour leur apporter cette expertise. Et donc on a ce positionnement d'industriel, mais également artisan, parce qu'on va faire des séries de demi-mesure ou vraiment le sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les enseignes pour 1500 agences en l'espace d'un an, où ce sont des marchés souvent de prix et de volume. Nous, on n'est pas sur ce créneau-là. On est vraiment sur des affaires avec de l'unitaire répétitif, déjà industrialisé, mais que l'on sait adapter à chaque façade, pour chaque contrainte réglementaire en fonction des RLP de telle ou telle commune. Pour compléter le propos de Bertrand, on peut effectivement parler d'artisanat au service des marques, mais d'un artisanat industriel, structuré, organisé, capable de répondre à des projets très complexes à grande échelle. Oui. On prenait l'exemple de Point S, je suppose que c'est un des très bons exemples. C'est-à-dire que vous avez une charte, une nomenclature, et derrière, en fait, il faut le décliner parce que le bâtiment de 700 mètres carrés n'est pas celui de 2500 mètres carrés dans une autre commune. Avec des problématiques diverses et variées sur la nature des fixations, la nature du support dans lequel on va fixer. Donc c'est toujours le logo Point S qui ne change pas, avec la charte graphique que l'on doit respecter et déployer partout. Mais on doit s'adapter à chaque site. Donc en fait, c'est la même charte, mais que l'on adapte à chaque projet. Donc on ne refait pas tout de A à Z à chaque fois, puisque ce sont quand même des produits relativement normés, y compris d'un point de vue budgétaire, parce que même si on fait du spécifique et sur mesure, nos clients savent compter, et puis l'aspect budgétaire est important. Mais on a cette capacité, et c'est vraiment ça qui nous caractérise, de déployer les chartes graphiques ou les logos de nos clients dans tous les lieux, toutes les circonstances, malgré toutes les contraintes. Il y a des clients pour qui on installe des enseignes à 50-60 mètres de haut, on les installe avec des prestataires cordistes qui travaillent dans le vide pour aller installer ces enseignes. On peut travailler de nuit, on peut travailler à des heures relativement différentes du traditionnel 8h, 18h. Donc on a cette capacité à accompagner nos clients dans des domaines divers et variés, avec des conditions qui ne sont jamais les mêmes. Notre rôle, c'est d'adapter l'enseigne à son contexte, sans jamais trahir l'ADN de la marque. C'est d'autant plus intéressant que vous avez évoqué l'artisanat. L'artisanat, ça se traduit comment chez Active Signal ? Vous avez un atelier avec derrière des spécialistes qui sont de quel type, par exemple ? Alors, donc, on a une usine, on l'a dit, de 6000 m² à côté du Mans. On travaille essentiellement l'aluminium et des matières plastiques comme le PMMA diffusant ou le PVC ou ce genre de choses. On va de la matière première, donc des feuilles d'aluminium par exemple, que l'on va découper, fraiser pour produire les différentes formes des produits que l'on doit fabriquer. On va derrière plier, souder, on va poncer, on va peindre à la couleur spécifique voulue par le client. On développe même certaines fois des couleurs unitaires pour ce client-là et pas un autre. Derrière, on va faire l'assemblage mécanique, l'assemblage électrique pour que cette enseigne prenne vie et devienne la réponse aux souhaits du client. Donc on fabrique vraiment de tout dans l'ensemble de nos bâtiments industriels avec des équipes pluridisciplinaires qui permettent de sortir le produit fini qui allie à la fois de la métallerie, à la fois de l'électrique, du décor, de l'adhésif imprimé, etc. Qui dit artisanat ou industrialisation ou réalisation, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez travailler pour des clients de manière récurrente sur des projets différents sur plusieurs années, sauf que vous êtes ultra dépendant des coûts de matières premières. Alors, comment faites-vous justement pour gérer un peu cet aspect où on travaille avec une enseigne, on vous dit le prix c'est 1000, sauf que l'année d'après, les coûts de matières premières ont augmenté de 30%. Alors, comment vous faites pour gérer cet aspect-là lorsque vous avez des engagements au long cours avec des grandes enseignes ? Donc, quand on a des engagements au long cours, il y a des formules d'actualisation des prix. D'accord. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si on exclut la partie Covid et guerre en Ukraine, la volatilité du prix des matières, elle n'est pas si monstrueuse que ça. Ah, c'est intéressant ça. On est sur des trends d'augmentation classique qu'on retrouve ailleurs. Donc effectivement, que ce soit le coût de l'énergie ou le coût de l'aluminium pendant la période de la guerre en Ukraine, ces éléments-là ont eu des fluctuations terribles, une volatilité très forte. Cette volatilité, on l'ajuste à travers des stocks. C'est-à-dire que sur une période de 10-12 mois, si je prends les contrats d'énergie, on essaie de les signer sur une certaine durée avec des opérateurs solides qui ne vont pas déposer le bilan parce qu'il y a une volatilité très forte, parce que ça existait. C'est vous qui absorbez le risque dans ces cas-là ou vous le reportez un petit peu quand même sur le prix des clients ? Il y a deux choses. On travaille en partenariat historique avec quelques fournisseurs. Oui. On n'a pas
200 fournisseurs. On a des fournisseurs spécialisés par typologie de matières premières. Donc ces fournisseurs nous sont relativement fidèles. On arrive toujours à trouver des compromis avec eux, moyennant des engagements de consommation sur des délais plus ou moins longs pour stabiliser au maximum le prix. Et puis, en face de ça, on travaille également avec des clients depuis très longtemps, comme Point S Group par exemple, où l'aspect prix est évidemment prépondérant, mais où on a toujours des espaces de discussion sur des périodes où les prix sont assez instables et où on se met autour de la table et les contrats qu'on a signés nous permettent de réajuster les prix temporairement. Et donc, on absorbe une partie de ces fluctuations. Bien évidemment, on ne peut pas forcément toujours tout répercuter aux clients, sinon les produits seraient invendables. Mais on a aussi quand même des clients qui comprennent les situations parce que même eux, dans leur métier, les vivent également directement dans l'équipement des pièces automobiles. Vous savez, quand l'aluminium ou quand l'acier prend 60%, l'impact est le même sur un amortisseur que sur une enseigne. On est bien d'accord. Donc on a ces espaces de discussion qui nous ont permis, dans des périodes de crise, de continuer à fonctionner, eux et nous, sur des bases communément négociées et qui apportent un maximum de sérénité. Ouais. Merci déjà pour cette transparence, parce que quelquefois on parle de prix, des choses comme ça, et puis ça peut froisser. Et je pense qu'en fait c'est le cœur aussi du business des marques, avec les marques, et essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, parce que on n'est pas toujours dans la facilité et la difficulté quelquefois d'expliquer que bah oui, les variations de prix, on fait avec. C'est pas si évident. Après, il y a d'autres solutions. Bien sûr. Que uniquement de parler du prix. C'est-à-dire que je reprends l'exemple d'un client comme Point S Group. Tout récemment, on a repris le cahier des charges techniques de ces enseignes et on a réfléchi avec notre client, on a apporté des solutions sur comment consommer moins de matières premières, comment mieux la valoriser lorsqu'on la recycle, comment la réintégrer dans le prix. C'est-à-dire on sait aussi proposer à nos clients, sans dénaturer leur image, des solutions techniques qui permettent justement de maîtriser les prix sans faire la négociation marchand de tapis, si vous me permettez l'expression, mais avec des solutions intelligentes sur la matière première, sur la façon d'industrialiser et de concevoir le prix. On parlait d'enseignes, tout à l'heure on a parlé du Grand Rex, Accor Arena, on cite un certain nombre de marques. On est bien d'accord, et vous nous l'avez clairement expliqué en début d'émission, qu'il n'y a pas un seul projet qui se ressemble en tant que tel. Par contre, il y a, je suppose, des phases dans un projet. Quelles sont globalement les grandes phases que vous rencontrez au niveau de vos clients ? La première phase, c'est le cahier des charges. Donc, on prend le temps de comprendre la marque, son positionnement, ses enjeux de visibilité. Quelquefois, vous avez très peu de temps, je suppose, pour comprendre. On n'a jamais beaucoup de temps. On est dans un monde où il faut être très C'était pour hier, c'est ça ? C'est ça, exactement. Un peu ça. Donc, en tout cas, dans le temps dont on dispose, on s'approprie la marque, son positionnement, ses enjeux de visibilité, s'approprie les contraintes du site, réglementation locale, etc. C'est la phase clé parce qu'une enseigne réussie commence toujours par une bonne lecture du contexte. Deuxième phase vient ensuite la conception. Donc nos équipes, bureaux d'études, traduisent ces enjeux en solutions techniques et esthétiques. Troisième phase, c'est la fabrication. Réalisé en France, on l'a dit, dans notre propre site de production. Tout est réalisé en France. Ça nous permet de maîtriser la qualité, les délais et d'intervenir sur des projets très spécifiques comme les enseignes monumentales, etc., les façades d'immeubles, les sites sensibles. La phase suivante après la fabrication, c'est la pose, qui est un métier à part entière. Vous vous occupez aussi de la dépose ? Bien sûr. Okay. Conception, fabrication, installation, maintenance, dépose, parce que nos clients changent de site. Par exemple, si je pense à Framatome, Areva, Orano, c'est un client qu'on suit depuis 30 ans. On l'a installé anciennement à La Défense dans la tour Fiat. Oui. Et Framatome est devenu Areva. On a remplacé le nom sur la tour Fiat. Ensuite, Areva est devenu Orano. Ils ont quitté La Défense, on les a suivis. Ils ont plusieurs implantations aujourd'hui en France. Nom auquel a participé, en fait, le créateur de ces noms, figurez-vous que c'est Marcel Botton. Et Marcel Botton, monsieur 2000 noms de marque en France, vous voyez, c'est lui qui avait à l'époque trouvé Framatome, Areva, puis après Orano, qui était le préfacier de mon premier livre, figurez-vous. Vous voyez, donc j'adore cet exemple. Et c'est un exemple qui est aussi qui reflète beaucoup ce que l'on est, parce que on a une chance, c'est qu'on a une fidélité exceptionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on accompagne ce client depuis 1996. Ça fait 30 ans. Et on a fait ses premiers dessins pour ces enseignes sur du papier avec du crayon. Et aujourd'hui, on conçoit des enseignes. Aujourd'hui, vous êtes sur la 3D avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle rentre doucement. L'entretien également.
Bien sûr, toute la maintenance, c'est Ouais. quelque chose de très important. C'est un business récurrent fort qui vous est demandé par la plupart des clients ou ils vous appellent plutôt en sapeur-pompier Alors, quand il y a un sujet d'autres choses. Sur les très peu très grosses sensible. enseignes monumentales, on parlait du Grand Rex, on parlait de Framatome, Areva, Orano, on parlait de KPMG. Sur les tours comme ça, il y a des contrats de maintenance. On vient vérifier chaque année l'enseigne, sa fixation, ses sources lumineuses. On en profite pour passer un petit coup de chiffon, entre guillemets, pour que ça brille bien. Sur une enseigne .S, on intervient plutôt s'il y avait une panne. Alors, il s'avère que aujourd'hui, les pannes, c'est dans la source lumineuse qu'on pourrait essentiellement les avoir. Avec la LED, on a très peu de consommation et très peu de pannes. Donc on intervient de manière très ponctuelle. Ça, c'est un phénomène de durabilité qui a dû aussi révolutionner votre métier. Enfin, je fais une petite parenthèse. La LED, La LED. La LED, ça révolutionne le métier dans plein d'aspects. Le premier, c'est que beaucoup moins fragile. Le deuxième, c'est qu'on divise la consommation par 20. On évoque souvent l'enseigne comme étant un produit très consommateur d'énergie. C'est une vision qui est assez ancienne. Depuis 20 ans, on n'utilise plus le néon. À l'époque, la source lumineuse de l'enseigne, c'était le néon. Le néon était à la fois consommateur d'énergie, mais également sur le plan, je dirais, environnemental, un produit particulier, puisqu'il y avait une bille de mercure à l'intérieur. Donc, quand un néon était cassé, quand un néon était déposé, il fallait bien penser à ce recyclage et à faire attention à cette boule de mercure. Aujourd'hui, la LED, c'est un produit qui a divisé la consommation de l'enseigne par 20. Ce qui n'est pas. Donc, sur la dimension, je dirais, consommation d'énergie et écologie, environnement, l'enseigne consomme très 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 peu. Ça pèse à peu près pour 0,2 à 0,4% de la consommation d'un point de vente. Aujourd'hui, on veut nous faire éteindre les enseignes, on les veut non lumineuses. C'est un débat qui manque un petit peu d'expertise. On en parlera après. Je reviens quand même malgré tout sur le cahier des charges parce que je pense que c'est une phase qui est assez intéressante et surtout méconnue. Donc je profite de l'émission justement pour, et je joue sur les mots, éclairer la vision. Dans le cadre d'un cahier des charges, lorsqu'on vous consulte en tant que client, quels sont les 3, 4, 5 points peut-être maximum que vous allez privilégier et surtout que vous pourriez donner en conseil auprès des marques qui nous écoutent lorsque elles doivent faire réaliser des enseignes? Alors moi, j'en citerai 3. Je dirais la réglementation locale. Oui. C'est très important. C'est pas la peine d'envisager de faire quelque chose qui ne sera pas accepté quand on va déposer une demande d'autorisation. Donc la réglementation locale, l'architecture, c'est-à-dire l'environnement, le bâtiment en lui-même, l'environnement urbain aussi, le voisinage, parce que si vous voulez mettre une enseigne drapeau sur un immeuble haussmannien à une certaine hauteur et que quand elle est allumée... ça c'est avec la mairie, les bâtiments de France, c'est avec, etc. La copropriété. Donc il faut tenir compte du voisinage et puis l'environnement lumineux. On dit souvent à nos clients, on a des clients qui parfois nous disent non mais bon, ok, la réglementation, je dois éteindre de 22h à 6h et puis c'est bon. On leur dit non, pas tout à fait. Renseignez-vous auprès de votre mairie en amont. Essayez d'échanger avec vos interlocuteurs publics en amont de votre projet. Ça passera beaucoup plus facilement parce que vous serez dans les clous de la réglementation. Parfois, dans certaines communes, la réglementation est surinterprété, on va dire. Et donc, on a des clients, nous, c'est notre rôle de conseil, on a des clients à qui on dit souvent préparez au maximum les choses en amont pour éviter les mauvaises surprises, parce que le jour où votre date d'ouverture est fixée et qu'on vous explique que votre enseigne ne pourra pas être posée parce qu'elle a été refusée en mairie, vous ouvrez sans enseigne, vous imaginez l'impact sur le chiffre d'affaires d'un point de vente qui commence son exploitation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Mais je vous coupe, parce que je rebondis tout de suite là-dessus avec... Vous allez le voir. C'est la question qui justement, cette phrase m'interpelle. On a effectivement le code de l'environnement qui encadre l'éclairage sur les publicités et les enseignes lumineuses. Alors, ce code indique, je cite, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h du matin, sauf exception. L'objectif premier, donc, reste quand même environnemental et écologique. Moi, j'ai une vraie question qui fâche. Pour un enseigniste, est-ce que demain... il ne doit pas prendre l'engagement d'installer justement des modules qui coupent l'éclairage automatiquement à certaines heures, puisque certains ne respectent pas justement cette réglementation? C'est pas une question qui fâche.
Ces dispositifs, nous, on les propose dans nos offres à nos différents clients. Donc, il y a des dispositifs qui couplent l'enseigne en fonction des horaires. Il y a également crépusculaire, c'est-à-dire en fonction de telle ou telle heure dans la journée, que ce soit en été ou en hiver. Il y a des solutions intelligentes qui existent également pour contrôler la consommation des LED. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens pour respecter ça. Il y a beaucoup de nos fournisseurs qui développent des solutions intelligentes, connectées ou autres pour faire en sorte que la réglementation soit respectée. Le client conserve une liberté et on n'a pas autorité de la part de l'autorité publique d'imposer les choses. Si l'autorité publique demain nous disait voilà, vous avez autorité pour le faire et que tout le monde serait dans cette obligation, eh bien ça se ferait, mais le client est le client. Vous avez justement des enseignes qui aujourd'hui, d'un point de vue éco-responsabilité d'ailleurs et durabilité là-dessus, vous le demandent pour le coup, pour leur boutique ou leur réseau, ils disent bon écoutez, le dispositif d'avant c'était bien, maintenant installez-moi des modules pour au moins les nouveaux points de vente demain et l'éclairage est coupé quoi qu'il advienne. La notion de responsabilité sociétale de l'entreprise aujourd'hui elle est très forte. Au XXIe siècle, là, on vient de poser à Lille pour Deloitte et ils ont demandé que l'enseigne soit non lumineuse. Donc effectivement, on a des clients qui sont exigeants. Pour Cartier, on a été amené à leur proposer des produits qui étaient faits en impression 3D pour diviser l'impact carbone par 20. D'ailleurs, quels sont les... Alors, vous en avez parlé, vous avez quand même la médaille Platinum EcoVadis, notamment en 2025, qui a été obtenue en 2025, notamment. Qu'est-ce qu'elle apporte, justement, cette logique aussi de reconnaissance côté RSE ? On a une typologie de clients qui a des exigences par rapport à ça, qui a des exigences diverses et variées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, vous ne rentrez pas dans les dossiers. C'est pas qu'on ne rentre pas dans des dossiers, c'est qu'on connaît nos clients. Oui. Nos clients, ils ont des attentes par rapport à ça. Donc, on a commencé dès 2002 à être certifié Californie Signalétique, première entreprise de France certifiée. C'était la certification du métier, etc. etc. Dès 2010, on est devenu ISO 14001. À partir de 2021, on est rentré dans la sphère RSE en s'approchant d'EcoVadis qui ressort aujourd'hui comme l'auditeur principal. Bon, la RSE, c'était l'environnement, plus l'intégrité économique, plus le volet humain. Donc on avait déjà une assise très forte au niveau de l'environnement, puisqu'on était ISO 14001 depuis 2010. Quand vous considérez un environnement économique, le vrai patron, c'est le client. C'est pas moi ni Bertrand. Le patron, c'est le client. Nos clients ont ces exigences-là, donc on répond à leurs attentes. Et ces marques ont ces exigences-là parce que leurs propres clients, les consommateurs, notamment en magasin, ont ces exigences de connaître la provenance des matières premières, donc d'avoir un circuit de traçabilité, veulent savoir comment c'est fabriqué, veulent savoir si on jette de la matière première lorsqu'on fabrique, combien d'heures il nous faut pour le fabriquer, où est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on emploie des personnes en situation régulière, est-ce que nos usines sont conformes aux normes, aux réglementations X ou Y. Donc tout ça fait un ensemble qui n'est pas juste pour faire joli dans la vitrine, mais qui répond vraiment à des exigences et des critères qui sont aujourd'hui différenciants. On reçoit des dossiers de consultation d'appel d'offres qui nous disent si vous n'êtes pas certifié EcoVadis, vous ne jouez pas. Vous refusez certains clients. Si Schenck vous appelle et vous me faites une enseigne, vous dites oui ou vous dites non ? C'est une bonne question. Bon, j'ai envie de vous dire qu'ils ne nous ont pas appelés. Ce qui est vrai. Non, mais on parle de valeur. Enfin, voilà, après vous. La RSE, c'est pas un discours, c'est une organisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour revenir un peu plus, pour dépasser concrètement, c'est structurer nos achats. C'est structurer nos achats, nos process, la gestion des déchets, la sécurité, la formation et le pilotage de nos impacts. Pour nos clients, c'est aussi une garantie de sérieux et de cohérence. C'est une bonne question. J'ai envie de vous dire qu'ils n'ont pas besoin d'enseignes au BHV plus que c'est des corners. Et j'ai pu constater aussi, on a pu tous le constater, c'est que manifestement, pas mal de nos clients ont quitté derrière le BHV. Oui. Malheureusement. Après, c'est pas simple non plus. Le BHV, c'est une institution qui existe depuis de nombreuses années. Il y a un garçon qui en a pris la direction, qui d'une certaine façon essaie de le sauver à sa manière. L'avenir nous le dira. Le temps passe très vite. On arrive presque à la fin de l'émission, mais j'ai encore à minima 2 choses. La première, c'est de sortir en fait du spectre uniquement business
puisqu'en termes d'image, j'ai aussi remarqué qu'Active Signal soutient une équipe dans les raids des fidèles. Et moi, j'aimerais pour le coup m'adresser aux représentants, aux dirigeants d'entreprise que vous êtes. Comment êtes-vous venu à ce projet qui est très différenciant également, parce que là, on sort de la logique purement business. Alors, Sandrine est venue et s'est rapprochée de nous. C'est quelqu'un qu'on connaît et elle nous a expliqué son projet avec Noémie, sa fille. Je dois avouer qu'on l'a suivi, non pas pour avoir un retour, parce que ça nous ressemblait. Engagement, dépassement collectif, solidarité. C'est pas du sponsoring opportuniste, loin s'en faut, parce qu'en plus, je ne savais pas que ça aurait ces retombées-là, pour être très honnête. C'était vraiment un choix humain cohérent avec notre culture d'entreprise. Et c'est ça qui fait que 32 ans plus tard, vous êtes encore là. Allez, j'ai encore une question business et je ne vous embêterai pas plus longtemps avec mes questions, mais quelles sont les perspectives sur l'année qui arrive et pourquoi pas un scoop ? On est depuis, je dirais, quelques années, on est dans un environnement économique qui est extrêmement complexe. On a parlé tout à l'heure de la volatilité du coût des matières. On a la guerre en Ukraine, on a un certain nombre d'événements géopolitiques extérieurs qui font que on a une stabilité politique en interne qui est fragile, etc. Donc les investissements sont un peu à l'arrêt, etc. Donc 2026, on va continuer à faire ce qu'on sait faire. On améliore nos outils, on fait progresser nos ressources humaines et on est là pour prendre les choses telles qu'elles viennent et pour les réussir. Conclusion, fin de l'émission, mais pas que, parce que je veux absolument terminer sur une note positive, messieurs. Et par curiosité, j'aimerais avoir votre top 3 des projets formidables, même si je me doute que tous vos projets sont formidables. On a parlé du projet du Grand Rex tout à l'heure en détail, donc on ne va pas y revenir, mais c'est un des projets phares dans l'histoire du groupe. Ouais. Je sais qu'à une époque, Active Signal a travaillé aussi sur un projet avec David Lynch. Oui, très bien. Très marquant. Alors ça, la Fondation Cartier, à une époque, a souhaité faire une rétrospective, ça remonte, puisque ça remonte à pas mal d'années, a souhaité faire une rétrospective sur toutes les qualités artistiques de David Lynch, qui était une personne vraiment éclectique dans sa production artistique. Et ils ont fait une rétrospective à la Fondation Cartier Boulevard Raspail. Et on a eu la chance que David Lynch souhaite une enseigne en néon. C'était du néon, Et il est venu chez nous pour... C'était en forme de Twin Peaks ou... Il a écrit David Lynch, mais il est venu au bureau, il s'est installé, il a dessiné précisément ce qu'il voulait voir. Donc ça, c'était un projet, on a eu la chance et l'opportunité de passer 1 heure avec lui. Jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation. Le troisième... projet formidable. Il n'y a pas forcément que des projets unitaires que l'on va faire une fois dans notre vie. Moi, je pense que dans ce top 3 des projets formidables, je mettrais ce qu'on fait au quotidien avec des clients historiques. C'est-à-dire que les projets formidables, on en a avec le groupe SMCP, Sandro Hommage Claudie Pierlot, qui nous propose régulièrement des défis à relever pour améliorer encore leur image. Il y a aussi des histoires d'hommes, c'est-à-dire qu'il y a dans tous ces projets que l'on a au quotidien à longueur d'année, depuis des années, des très belles histoires, et que je le mettrais aussi dans le top 3, pas forcément un projet unitaire comme ceux qu'on vient de citer, mais des projets récurrents avec nos clients qui nous poussent toujours plus loin pour encore améliorer les solutions et faire grandir nos équipes. En tous les cas, c'était passionnant, messieurs, et je tiens sincèrement à vous remercier parce qu'on n'a pas parlé spécifiquement d'une marque, on a parlé d'un savoir-faire. Vous-même, vous me l'avez confié avant l'émission, pas forcément à l'aise, ou en tous les cas, on vous invite pas souvent dans des émissions, et je trouve qu'en fait, votre métier, permettez-moi de vous le dire, il faut le mettre forcément en lumière. Et je vais surtout reprendre une citation que j'ai vue sur votre compte LinkedIn. Et je tiens à vous dire que j'adore. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. J'adore ça. Je ne sais pas si ça a été signé par Active Signal. J'en suis l'auteur, mais c'est pas pour me gargariser. Voilà, mais c'est exactement bravo. Notre métier. C'est exactement notre métier. Bravo. Et tout particulièrement dans cette période un peu sombre, je trouve que cette phrase, elle a vraiment du sens. Et je vais même plus loin. Je vous disais tout à l'heure qu'on veut nous faire éteindre nos enseignes parce que, soi-disant, elles consommeraient. Mais je redis qu'elles ne consomment pas. Et je redis, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Eh bien, rallumons les lumières et rallumez la lumière sur toutes les plateformes audio, bien entendu. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts.
C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.